Bonjour Stanislav Bartkowiak, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Et puis, bonjour. Et comme dirait Daniel Farid Hamoudi, Danny Boone, soyez les bienvenus chez les ch'tis. Puisque je suis le seul ch'ti du quartier, ici à Saint-Avertin. Et puis on me connaît surtout comme étant un ch'ti, puisque je ne cache pas mes origines. D'accord. Alors, vous êtes peut-être le doyen des délégués IPR, pardon, à un âge où la majorité des Français s'imaginent en paisibles retraités. Vous avez toujours le couteau entre les dents. D'où vient cette combativité? Parlez-nous de ces engagements qui ont jalonné votre vie. Oui. Je fus un baby boomer et je suis un papy boomer aujourd'hui, comme disent les anglo-saxons. C'est vrai. Et pour la combativité, je dirais plutôt, je pense que c'est un atavisme. Puisque donc par mon père, mon grand-père paternel, eh bien, nous sommes plutôt des lutteurs, puisque ce sont des gens qui ont combattu contre des jeunesses hitlériennes à l'époque. Ils ont fui l'Allemagne, ils ont fui la Pologne envahie par les Russes, et ils sont venus se réfugier en France. Et une fois arrivés en France, ben, ils ont continué à combattre la clandestinité, refus du STO, etc., etc. Donc certainement, ça doit être génétique peut-être. Enfin, moi, je ne m'explique pas ça différemment. Je suis né dans un coron des mines, et c'est une chance énorme d'avoir vécu dans un coron des mines, parce que sur les 22 familles qui composaient ce coron, il y avait 3 familles françaises. Alors, la majorité, c'est des familles d'origine polonaise. Il y avait des Yougoslaves, il y avait des Marocains, il y avait des Algériens. Il y avait de tout, et même des Italiens qui fuyaient la misère dans leur Sicile natale. Et ce qui fait que mes petits copains et moi, eh bien, on a vécu en bonne entente. Alors aujourd'hui, j'ai toujours du mal à comprendre le rejet des uns et des autres. Et surtout, j'ai du mal à comprendre les rejets de ces réfugiés politiques et économiques qui viennent se réfugier en France parce que simplement, dans leur pays, c'est la guerre, c'est la misère. Voilà, mes grands-parents ont connu ça, j'ai connu ça, et ils m'ont raconté tout ça. Alors, à mon âge, j'ai encore de la mémoire et je me souviens de tout ça. Alors, ces premiers combats, je dirais, est-ce qu'on peut considérer qu'ils se sont, ils se sont réalisés à travers votre passé, par votre engagement politique et notamment de militant? Mais oui, bien sûr, parce que moi, tous les mois, mon père apportait la vie ouvrière. La vie ouvrière qui était l'organe de la CGT. Donc c'était la CGT à l'époque. Voilà, hein, oui, et donc moi tous les mois, gamin, je lisais la vie ouvrière. Et ce qui fait que, évidemment, avec les études que nous avons poursuivies, mes frères et moi, puisque mon père avait beau être un mineur de fond, nous avons tous fait des études supérieures. Alors déjà, c'est un anachronisme, puisque évidemment, dans le coron, on était la seule famille à avoir fait ça. Et donc, notre père a appris à lire, à écrire le français avec ses enfants. Avec mes frères, on a connu les grèves des mines, ces grèves sévères. Mon père a été matraqué par les gardes mobiles. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et ça, on ne peut pas l'oublier. De fait, c'est ce qui vous a, je dirais, envie de vous battre aussi, quoi. Et bien sûr. Envie de vous battre aussi. Alors, se battre surtout contre l'injustice, car finalement, il est là, le vrai mot. Voilà, donc c'est ce que je... C'est tout ce qu'on trouve injuste aujourd'hui, eh bien, il faut le combattre et il ne faut surtout pas se laisser faire. J'étais au PS, j'étais au Parti Socialiste pendant longtemps, et j'ai mal vécu un petit peu cette dérive du Parti Socialiste qui est devenu un parti soi-disant socialiste, alors qu'il n'avait plus rien de social dans sa politique. C'était devenu un parti socialiste, je dirais, petit bourgeois, voilà. Et parisianiste, je dirais également. Je dirais que c'est un parti socialiste autoproclamé, mais dont la politique, très rapidement, je m'en suis rendu compte, puisque j'étais à la fois à la CGT, puisque j'étais de 1985 à 1995,
membre du bureau national de l'UGIT, l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication. Et donc j'allais une fois, 2 fois par mois au siège à Montreuil, porte de Montreuil, donc de la CGT, afin d'assister aux réunions de travail et tout. Et puis c'est là que donc j'ai mal vécu ces années-là, puisqu'en 81, Mitterrand est venu au pouvoir, et dès 83, il a adhéré à la doxa capitaliste, et donc ils n'ont plus à la doxa socialiste. Et ce qui fait que moi, j'étais à la fois à la CGT, et il ne faut pas oublier que c'est en 1984 que les ministres communistes du gouvernement français ont démissionné, ils sont partis. Et là, il y a eu un rôle essentiel qui a été joué, c'est par Henri Krasuki, qui a eu le courage de dire « arrêtons ces dérives qui ont continué malheureusement après ». Alors justement, vous avez connu Henri Krasuki, pour lequel vous m'avez dit avoir de l'admiration. Donc, pour les jeunes générations qui ne le connaissent pas, expliquez en quoi c'est une personne importante dans l'histoire de France. Justement, c'est à cause de ce refus, de cette rupture? Oui, et puis parce que c'est un homme dont la caractéristique première, c'est le courage. Il ne faut pas oublier qu'à 16 ans, il était résistant. Il s'est fait arrêter tout de suite. Il a connu les camps de concentration qui l'ont marqué, évidemment. Quand on a en face de soi quelqu'un qui a vécu ça, on ne peut avoir pour lui que de l'admiration. Et c'est quelqu'un qui a eu le courage, le moment voulu, de dire « arrêtons, nous allons dans la mauvaise direction ». Alors, il faut expliquer pour les jeunes générations qu'Henri Krasuki, c'était le secrétaire général de la CGT, je crois. C'est ça, oui. Donc, ça correspond à... Oui, de 82 à 1992, voilà. Et donc, Henri Krasuki était un homme non seulement courageux, mais extrêmement cultivé. J'ai eu la chance d'avoir eu l'occasion de déjeuner souvent avec lui lorsque j'étais à Porte de Montreuil, au siège de la CGT. Et c'était un homme extrêmement cultivé, mais extrêmement intelligent, et qui a su, dépasser son vécu, dépasser les souffrances qu'il a eues, pour voir toujours l'avenir, le meilleur avenir pour le monde ouvrier, pour les travailleurs, il ne faut pas l'oublier. C'est un homme de conviction. C'était un homme de conviction, et aujourd'hui, malheureusement dans le monde politique, ce ne sont plus nos hommes politiques d'aujourd'hui et les femmes politiques, ce ne sont plus des gens de conviction, ce sont des politiciens professionnels et qui n'ont plus de conviction du tout et qui souffrent dans le sens du vent, et puis c'est tout, quoi. Ce sont des salariés. Ce sont des salariés du grand capital, voilà. Alors Krasuki et vous avez aussi en commun d'avoir des origines polonaises. Oui. Alors justement, vous êtes allé en Pologne, je crois, récemment, oui. Il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce voyage en Pologne? Oh là là, là j'aurais beaucoup de choses à dire. Et c'est suite d'ailleurs à ce voyage que j'ai effectué en mai et juin 2015 que j'ai adhéré à l'UPR. Parce que donc, avec mon passé, mon passif politique au niveau du Parti socialiste, que j'ai quitté d'ailleurs en 2001, c'est-à-dire juste avant les élections présidentielles de 2002, où le candidat désigné du Parti socialiste, un certain Lionel Jospin, s'est fait évidemment ratiboiser, je veux dire, par un certain Jean-Marie Le Pen. Mais ça, je l'avais annoncé. Je lui ai dit, vu la politique que vous menez, vous allez vous casser la figure aux prochaines élections. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, malheureusement, j'ai prêché dans le vide et je le regrette. Et suite à ça, donc, j'ai préféré démissionner avant la catastrophe que je prévoyais. Et donc, mon voyage, j'ai été échaudé un petit peu par ce parti politique et je me suis toujours dit que ça devait être la même chose dans les autres partis. Or, en réalité, l'UPR et François Asselineau, dès le début, je le suivais. Dès le début, j'écoutais ses discours et j'ai tout de suite, dès le début, trouvé qu'en effet, c'est quelqu'un de réaliste. Voilà, réaliste, c'est ça qu'il faut. Et ces analyses étaient d'une vérité indubitable. Mais j'hésitais à adhérer à l'UPR parce que j'étais chaudé. Et ce qui fait que suite à mon voyage en Pologne, donc en mai et juin 2015, je me suis rendu compte que l'Europe ne pouvait pas se faire. C'était impossible. On ne pouvait pas imposer
à des peuples, à des pays, des règles qu'ils rejetaient. Déjà, la France les avait rejetées lors du référendum de 2005, et comme la France est un pays démocratique, c'est-à-dire que c'est la volonté du peuple qui est appliquée, donc ça signifie bien entendu que depuis 2005, la volonté du peuple n'est pas appliquée. On a encore la démonstration avec le semblant de référendum qui a été fait en Loire-Atlantique pour l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes, où les gens qui sont exprimés du département de la Loire-Atlantique, qui en majorité ont dit on veut cet aéroport, ils ne l'auront pas. Donc de plus en plus, on démontre bien que la France n'est pas un pays démocratique, contrairement à d'autres pays qu'on ose critiquer comme la Grande-Bretagne, où lorsque le peuple de la Grande-Bretagne décide on va sortir de l'Europe, eh bien les dirigeants qui ne sont pas d'accord démissionnent. Cameron, qui était, n'est-ce pas, le Premier ministre, a dit « moi je ne suis pas d'accord, je démissionne, et puis je laisse la main à ceux qui sont d'accord ». Donc voilà, je veux dire qu'aujourd'hui, quand on pense que nous hommes et femmes politiques prétendent vouloir donner des leçons de démocratie sous prétexte que nous sommes le pays des droits de l'homme, ce pays des droits de l'homme sont bafoués en France depuis 2005, ça c'est un minimum. Donc pour revenir à mon voyage en Pologne, j'ai découvert là-bas, et c'est là que j'ai beaucoup pensé aux éleveurs, aux agriculteurs, aux paysans au sens propre du terme français, en disant vous allez au casse-pipe. Quand j'ai eu la chance, j'ai des cousins en Pologne, des vrais cousins, c'est-à-dire leur mère et mon père étaient frères et sœurs. Donc, la liberté de parole que nous avons avec des parents est différente que lorsque vous êtes un touriste et vous faites un voyage. Et donc, on s'est parlé, on s'est exprimé. Et mon petit cousin, un petit cousin, travaille dans une de ces fermes qui sont ces fermes de l'héritage des anciens kolkhozes du pays, du régime communiste. C'est une ferme collective. Et il travaillait dans une ferme qui avait 3500 hectares. 1200 vaches laitières. Et j'ai pu visiter cette ferme, parce que normalement on ne peut pas la visiter, grâce à mon petit cousin, et je l'ai visité un dimanche matin, parce que le directeur n'était pas là. Et là, je dis aux paysans, je dis aux agriculteurs français, mais on vous leurre, vous ne pourrez jamais être compétitif par rapport. Et quand j'ai appris que ce type de ferme, mais il y en avait plusieurs dizaines, rien que dans la région de mes parents, qui est la région de Poznań, sont les héritages de ces anciens kolkhozes, et qu'il y en avait aussi en Allemagne de l'Est, qu'il y en avait en Hongrie. J'ai dit, mais vous ne serez jamais concurrentiel. Et ensuite, on fait les gens surpris en disant, oui, mais le groupe Lactalis, il fait livrer directement son lait par camion semi-remorque, par camion citerne de 35 000 litres. Ben oui, mais j'en ai vu un. J'ai vu un camion citerne du groupe Miller allemand venir chercher le lait, remplir la citerne en 10 minutes. Les 35 000 litres sont remplis à partir des tanks réfrigérés de cette ferme hyper moderne. Mais si le prix de revient d'un litre de lait, mais jamais les Français, les producteurs, les éleveurs français ne pourront être concurrentiels. Et donc c'est là que je me rends compte qu'ils pourront être aidés, mais un jour, ces pays de l'Est, la Pologne, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Hongrie, diront « mais pourquoi les éleveurs français, on les aide, on leur verse des primes, mais pas à nous ?» Ça ne peut pas conduire comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a toutes ces contradictions dans ces règlements européens qui veulent absolument, à marche forcée, faire aboutir le plus rapidement possible à une certaine uniformité, que ce soit des éleveurs, des producteurs de lait ou des céréales et autres, alors que ce n'est pas possible, parce que les entreprises n'ont pas la même dimension. Il faut savoir que ces fermes, elles appartiennent à des investisseurs américains, britanniques, allemands, qui, à la chute du mur de Berlin, ont racheté ces kolkhozes, pas très cher. Et ces fermes, elles sont gérées de façon industrielle. Il faut savoir que moi j'ai vu, quand vous avez 2 tourniquets de 32 places, où il y a 32 vaches à la fois qui se font traire, qui rentrent dans chaque tourniquet en passant par un système de brossage et de désinfection à l'eau chaude, il y a de quoi se faire poser des questions. Et ces vaches sont heureuses. Une fois qu'elles sont traites, elles vont dans un terrain pour pouvoir se décontracter. Et
J'ai vu trois terrains de football hein, qui sont en pente, comme ça, avec un caniveau, une balayeuse qui pousse toute la bouse de vache dans les caniveaux, et tout au bout là-bas, il y a la station hein, qui est de méthanisation. Tout est récupéré, produit le gaz, qui produit l'eau chaude, qui permet. Mais c'est une usine. Alors quand on voit, il y a quelques années de cela, tout le foin qui a été fait, c'est qu'à de dire pour les agriculteurs, lorsqu'on a voulu mettre une ferme de 600 vaches du côté de la Picardie, mais je dis, mais il faut arrêter de rêver. Et là, moi, ce qui me révolte, c'est que ce que j'ai vu, les syndicats agricoles français savent ça que ça existe et continuent à faire croire que ça n'existe pas. Et continuent à faire croire qu'en réalité, si Beignet fait venir son lait par camion-citerne de là-bas, non, c'est parce qu'il coûte plus cher. Mais non, c'est pas parce qu'il coûte plus cher, il coûte moins cher. Pourquoi ils font semblant de croire que ça n'existe pas? Ah, peut-être, là, il faudrait leur poser la question. Mais un jour, je pense que de plus en plus, et j'espère que les éleveurs, les céréaliers, les Français, tout ça, vont ouvrir les yeux. Il paraît que le bon sens, ce sont les paysans français qui l'ont. Il faut cesser de se laisser faire, il faut cesser de se laisser marcher sur les pieds, et malheureusement, je reprends une image que mon père disait, nous disait à nous, ses quatre fils, pardon. Il nous disait, dans la vie, il y a 3 types d'hommes. Il y a les moutons, il y a les loups et il y a les bergers. Il dit, les moutons, c'est la majorité, c'est le troupeau qui suit. Il dit, les loups, c'est la minorité, mais c'est les plus méchants et c'est les plus puissants. Et il dit, j'espère que vous serez des bergers, mes fils. Et les Polonais, justement, qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent pas dans l'Union européenne? C'est quoi finalement Ben déjà, c'est au niveau des convictions, qu'ils soient philosophiques ou religieuses ou autres, ils ne se reconnaissent pas. Il ne faut quand même pas oublier, lorsque la Pologne a adhéré en 2004 donc à l'Union européenne, l'Union européenne a exigé, pour que l'adhésion de la Pologne soit reçue, à ce que dans la constitution polonaise, on retire le paragraphe qui affirmait que la religion catholique était la religion d'État. Alors les Polonais déjà ont dit, mais de quel droit vous permettez à nous de nous imposer vos idées religieuses à vous, vos idées philosophiques, vos idées laïques? Et j'ai eu un mal fou, moi, à faire comprendre à ma famille ce que c'était la laïcité. Ils ne savent pas ce que c'est la laïcité. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais connu. On ne peut pas leur en vouloir. Et du jour au lendemain, dire, vous serez une république laïque? Ben non, il y a forcément une surprise en disant, attendez, expliquez-nous, c'est quoi? Vous voulez nous imposer votre façon de voir, votre façon de penser? Mais non, c'est pas possible. Respectez-nous un petit peu. Moi, ce que j'ai découvert en Pologne, et c'est surprenant, mais j'ai gardé des photos, vous savez que sur les frontons des mairies polonaises, il y a 3 drapeaux. Il y a le drapeau blanc et rouge, qui est le drapeau national polonais, avec l'aigle blanc au milieu. D'un côté, il y a le drapeau bleu et blanc. Et de l'autre côté, il y a un drapeau blanc et or. Et la première fois, comme un imbécile, et là, on a l'air stupide, parce que j'ai demandé à mon cousin Zygmunt, pourquoi, c'est quoi les 2 autres drapeaux? Il m'a dit, enfin tu débarques. Le bleu et le blanc, oui, c'est le drapeau du clergé polonais. Super. Et l'autre, c'est le drapeau du pape. C'est le drapeau du Vatican. Sur les frontons des mairies polonaises. Et je dis, et le drapeau européen, il est où? Quel drapeau européen? Quand on a vécu ça, c'était en 2015. C'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 20 ans. Il y a quoi se poser des questions, non? Quand je suis revenu, j'ai adhéré à l'UPR. Alors justement, vous avez un passé d'homme de gauche, peut-être même d'extrême gauche, selon les critères américano-européistes, les critères néoconservateurs pour faire court. Alors, pourquoi avoir rejoint un parti non extrémiste comme l'UPR plutôt que France Insoumise, dans laquelle vous avez beaucoup d'amis? Il n'y a pas de parti extrémiste. Qui a décidé qu'il y a un parti extrémiste à droite, à gauche, au centre, où vous voulez, n'importe où? Ce sont les merdias. Pardon. Ce sont les médias aux mains de ceux qui les ont. Bon, non, moi je rejette ce classement, je rejette cette classification. Aujourd'hui,
Il y a encore, lorsque M. François Hollande était président de la République, avec le gouvernement prétendument de gauche, on sait très bien qu'il n'y a plus de gouvernement de gauche ni de droite, c'est la même politique qui est appliquée. Donc ce classement d'extrême gauche ou extrême droite, qui le fait? Les médias, parce qu'on les oblige à le dire, pour pouvoir discréditer simplement tel parti ou tel autre. Hein? Est-ce que France Insoumise est un parti d'extrême gauche? Non, France Insoumise c'est un parti comme un autre, c'est un parti simplement qui est très proche, je dirais, des aspirations du peuple, qui est très humain, et puis qui simplement, bon, la grande différence peut-être, et c'est pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est sur les moyens pour pouvoir appliquer sa politique. Hein. Prétendre qu'on veut réformer les règlements européens de l'intérieur, non, c'est utopique, c'est un rêve. Et continuer dans cette voie, c'est tromper un petit peu, je dirais, les militants de France Insoumise, que je connais beaucoup, puisque il y a dans la France Insoumise beaucoup d'anciens qui viennent du Parti Socialiste, qui ont été déçus comme moi, et qui se reconnaissent dans la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rencontrez? Ben, je leur dis simplement, écoutez, ouvrez les yeux. Mais je peux dire, moi je l'affirme, bon, c'est évident que ce n'est qu'un petit panel de gens que je connais, et nous nous parlons très franchement, parce que ça fait des années, des dizaines d'années que nous connaissons, nous savons que nous sommes des gens de gauche. Mais je leur dis, arrêtez de rêver. Et finalement, je constate que de plus en plus, bon, je ne sais pas, et je n'ai pas le droit d'extrapoler ça sur le plan national, mais localement, je constate que de plus en plus de militants de France Insoumise se rendent compte que vouloir réformer de l'intérieur les règlements européens, c'est peut-être possible. Mais nous ne serons certainement pas de ce monde quand ça va se réaliser. Oui, je crois qu'il y avait une statistique qui avait été calculée par un politicien. Donc, si on prenait le pourcentage de chances d'être élu d'un Mélenchon dans chaque pays européen, ça reviendrait à ce que ça puisse arriver. Les statistiques, j'en ai fait. Au bout de plusieurs milliards d'années. Hein. J'ai fait Maths Sup, Maths P, une école supérieure de commerce. Les statistiques, je connais. Et puis, même dans ma vie professionnelle, j'en ai beaucoup. La chance d'avoir, c'est 1, puisqu'il y a 27 pays encore, puisque maintenant je considère qu'il y a 27, c'est une chance sur factoriel 27. Factoriel 27, alors pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques, c'est une chance sur 27 que multiplie 26, que multiplie 25, 24. Voilà. Et, alors moi je dis ça, vous faites une du jeu loto, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Et d'être riche que de rester dans Oui, c'est évident. Alors, vous avez travaillé pendant 35 ans, je crois. 35 ans. 35 ans comme cadre technique. Non, cadre simplement. Okay. Dans un quotidien, donc la Nouvelle République du Centre. Vous connaissez donc bien la presse. Quelle est votre analyse sur cette presse régionale qui, elle aussi, semble avoir blacklisté l'UPR dans toute la région Centre-Val-de-Loire en ce qui nous concerne? Oui, eh bien, moi, ce que j'ai vécu, en réalité, j'ai fait plusieurs métiers. Je pense être le seul cadre à la Nouvelle République, depuis que ce journal existe, à avoir fait 4 métiers différents, puisque en 1972, lorsque j'ai intégré, c'était pour informatiser la distribution du journal. C'est-à-dire qu'autrefois, les étiquettes sur les paquets de journaux, les bandes d'abonnés que les abonnés recevaient autour de leur journal, c'était fait par des grandes machines électromécaniques, ça s'appelait des adresses aux presses. Et avec la société IBM, à l'époque, donc, commençait à faire la promotion de certains de leurs ordinateurs, les séries 360, et qui nous permettaient donc de passer, donc, je dirais, de l'impression mécanographique à une impression informatique sur des imprimantes informatiques. Et donc nous sommes la Nouvelle République, pour l'anecdote, et le premier journal au monde à être passé, voilà, à avoir fait cette transition. Et c'est la raison pour laquelle donc, on m'a embauché en 1972, donc au sein du service de diffusion du journal. Ensuite, lorsque tout ça, ça a été réalisé, en 1978, donc on m'a demandé de m'occuper pas seulement des produits, de ce qu'on appelait la diversification. À l'époque, donc 78, donc, on a commencé à monter l'édition, les journaux gratuits, les hebdomadaires gratuits, etc. Et j'ai fait ça jusqu'en 1983.
Et ensuite, en 83, on m'a demandé de participer à la création d'un service études et marketing, puisque donc, comme beaucoup de journaux français, on s'est commencé à se poser des questions sur les attentes des lecteurs du journal, pas seulement de la Nouvelle République, mais partout en France. Et donc là, on a commencé à faire des études, on a commencé à travailler, à faire des analyses des postes, et évidemment, ça a été très mal vécu parce que j'ai eu à faire connaître à certains collègues journalistes qui ils nous appelaient les flics de la direction. Mais oui, mais les chiffres étaient là. Hein. On a commencé à mettre en place des comptabilités analytiques, puis de contrôle de gestion, où là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et quand on sait que lorsqu'un journal produit tant de colonnes avec tant de journalistes, eh bien, chaque jour, on divise le nombre de colonnes par le nombre de journalistes et on sait quel est le niage que chaque journaliste a produit chaque jour. C'est mathématique, c'est statistique. Et là, évidemment, la vérité a été très dure à entendre. Donc, de mon expérience, plusieurs expériences dans le journal, et j'ai fini finalement ma carrière en travaillant au service du développement du multimédia. C'était la bulle Internet à partir de 1995. Et donc là également, donc on m'a fait appel à mes connaissances informatiques que j'ai toujours suivies. J'ai eu la chance de tomber dans une entreprise où la formation professionnelle était quelque chose de pris très au sérieux. D'ailleurs, nous avions un collègue cadre qui était chargé uniquement de cette formation. Et moi, j'ai toujours été demandeur, chaque année, d'une formation. Et j'encourage tout le monde, j'encourage quiconque aujourd'hui de suivre ces possibilités qui sont offertes et qui n'existaient pas autrefois. Alors, pour revenir justement au problème qui concerne plus spécifiquement l'UPR, avec la presse, les problèmes donc, qui sont liés à ce blacklistage qu'exercent ces médias. Donc, comment vous l'avez vu s'instaurer à la Nouvelle République? Et pourquoi la Nouvelle République est aussi, je dirais, est touchée par ce fléau finalement qui est la non-liberté d'expression? Bien, moi je l'ai vu implanté à partir de 1975. Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République en 1974, pour faire un petit rappel historique. Et en 1975, les technocrates, puisque M. Giscard d'Estaing était un technocrate, un pur produit, voilà, ils ont mis en place un système en disant, voilà, les journaux français, la presse française a droit à des aides pour les envois postaux, des aides différentes, etc. Oui, c'est plutôt bien. Ben, ce sont simplement ces aides qui sont issues des principes du Conseil national de la résistance, qui sont des principes basiques que malheureusement, ils sont bafoués aujourd'hui. Il faudrait y revenir. Et heureusement, François Asselineau est le seul homme politique qui exige le retour à ces principes du Conseil national de la résistance concernant justement la liberté de la presse. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur. En 1975, donc, le gouvernement français a décidé de mettre en place, rien de meilleur pour noyer le poisson, une commission nationale presse PTT. Et donc, à l'époque, le patron de la Nouvelle République venait d'être M. Jacques Saint-Cry, et il m'a dit, vous y connaissez la distribution de la presse, on va vous demander d'y aller et de représenter le journal, et vous allez me rapporter ce qui s'y passe. Et c'est la première fois que j'ai fait connaissance des technocrates. Cette élite autoproclamée qui sait tout, qui connaît tout, et puis voilà. Et c'est la première fois que j'ai appris que dans ce genre de commission, ce n'est pas la peine de discuter parce que les décisions ont été prises. Donc cette commission, elle est là simplement pour dire, vous voyez, on a dialogué. Mais non, on a dialogué, mais les résultats, c'est ce qui a été décidé. Ces technocrates sont venus pour dire, voilà à quoi nous allons aboutir, et quels que soient les arguments que vous pouvez apporter, les contre-arguments, même s'ils sont bien solides, structurés, en béton armé, non. Ils sont venus avec l'objectif qui leur a été donné, c'est d'aboutir à ça, et puis il n'y a pas de discuter. Alors voilà ce qui fait que cette commission presse PTT a commencé à dire aux journaux français, à la presse quotidienne, à la presse régionale, à la presse, voici maintenant, financièrement, ce à quoi vous allez faire. Et si vous ne voulez pas, eh bien, on va prendre des mesures de rétorsion. Et c'est comme ça que progressivement, la presse française, maintenant,
avec ces aides qui sont de différentes sortes, hein, pas seulement les aides postales ou autres, eh bien, les directeurs de publication se retrouvent au fur et à mesure des années avec une moindre liberté de parole. Aujourd'hui, quel est le quotidien français qui, si du jour au lendemain, n'avait pas ces aides, qui se montent en des centaines de milliers d'euros pour certains journaux, hein, eh bien, déposerait le bilan, serait obligé de déposer le bilan, il serait en déficit. Donc la presse française aujourd'hui se retrouve, toute la presse française, en tout cas la presse écrite, en déficit de bilan s'il n'avait pas ces aides. Voilà quelle est la véritable situation. Mais les aides, c'est très bien, mais ce qui aurait été mieux, c'est que justement la presse traditionnelle trouve le moyen de se renouveler, de proposer, je dirais, des contenus qui les dispensent de ces subventions. Ça veut dire que c'est impossible maintenant d'avoir un journal qui soit viable sans subvention? Absolument, absolument, c'est impossible. Ou alors, je me défie, n'importe quel directeur de publication, n'importe quel directeur de journal, de me contacter et me dire c'est pas vrai. Même le premier journal de France, Ouest France, s'il n'avait pas ces aides, bon, peut-être ne serait pas en déficit, mais il ne serait pas loin. Alors, pour finir, on va parler de votre fonction de délégué. Donc, de délégué départemental UPR de l'Indre-et-Loire. Alors, je vous cite souvent en exemple comme étant l'une des délégations les plus dynamiques. Quelle est votre méthode pour y arriver? Et comment aimeriez-vous voir votre délégation évoluer, sinon dans le futur? C'est quoi votre méthode? Bon, la méthode est toute simple, c'est 35 ans des formations professionnelles, je dirais. Hein, bon, quand on est cadre, forcément, on apprend. J'ai eu jusqu'à 80 personnes à gérer sous mes ordres. Bon, à partir de là, que ce soit des femmes, des hommes, de tous les niveaux, que ce soit des ingénieurs, et que ce soit, je dirais, des magasiniers. Et donc, à partir de là, je dirais, c'est simplement le métier qui parle. Mais il est évident qu'on ne peut pas trouver dans chaque département un volontaire qui veuille être délégué départemental et qui a, je dirais, 35 ans de déformation professionnelle. Voilà. Et donc, simplement, j'applique, je dirais, au niveau de la délégation, les méthodes et les façons de faire que j'ai appris. Il n'y a pas vraiment de méthode, c'est une expérience. Voilà. Et bien si, c'est quand même, si, il y a une méthode. Et c'est peut-être à ce niveau-là, peut-être que nous sommes un parti jeune quand même, hein, faut le dire, nous avons un peu plus de 10 ans d'âge, et encore, nous sommes seulement en train de nous structurer. Et donc, il y a évidemment peut-être une structure de formation au sein de l'UPR à mettre en place, mais surtout, je pense que ma force, ça vient du fait que je suis disponible. Je suis retraité, et c'est un fait que si j'étais actif, donc je n'aurais pas cette même disponibilité. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans votre délégation? Comment vous la voyez, vos délégations, dans quelques années? L'évolution de ma délégation, bon, elle est évidente, c'est toujours perfectible, on peut toujours avancer, mais surtout, je pense qu'il faut faire confiance à chaque membre et déléguer. Je pense qu'il faut surtout déléguer. Donc, en fonction des possibilités, bon, dans notre délégation, comme dans chaque délégation, nous avons ce qu'on appelle un noyau dur, c'est le bureau. Hein. Bon, le bureau, c'est 10, 15, 20 personnes, mais il faut savoir que dans d'autres délégations, ce n'est qu'une poignée. C'est toujours pas évident. Donc, parmi ces choses-là, il faut donc déjà mettre à leur disposition les moyens. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est trouver un local pour pouvoir, chaque mois, pouvoir nous réunir. Chaque mois, ou 2 fois par mois, ou 3 fois par mois. Et donc, étant donné que je suis un ancien délégué communal, ancien élu communal, municipal, conseiller municipal de Saint-Avertin, donc j'ai, pendant mes 6 ans de mandat, appris à connaître les moyens qu'on peut avoir, que chaque citoyen peut avoir. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai délégué à un membre du bureau le fait de faire une cartographie de tous les panneaux d'affichage libres du département. Et donc, je lui ai dit, tu vas demander à chaque maire
de nous dire où se trouvent dans chaque commune les panneaux d'affichage réglementaires légaux, puisque c'est une loi. Et là-dessus, il est vite revenu chez moi en disant « Ouais, mais le maire me dit pourquoi je demande ça et pourquoi faire, etc. » Il se retrouvait devant un mur. Alors j'ai été obligé de lui donner les textes de loi, et tu vas dire au maire, parce qu'en tant que simple citoyen, chaque citoyen a le droit de demander, non pas seulement au maire de sa commune, mais au maire de toutes les communes, et même aux communes de Nice, il a le droit de demander, un citoyen d'Indre-et-Loire a le droit de demander au maire de Nice où se trouvent les panneaux d'affichage de la ville de Nice. Et le maire de Nice n'a pas le droit, je dis Nice, n'importe quelle grande ville, n'a pas le droit de refuser. C'est pas une information très sensible en plus. Non, c'est pas une information. Alors quand on voit les réactions de certains maires, qui pratiquement sur tout le trajet, mais pourquoi vous me posez cette question? Qu'est-ce que vous cachez? Mais c'est fou, quoi. C'est là qu'on se rend compte aussi que la vie démocratique, de plus en plus, va se rétrécissant comme peau de chagrin, et il faut réagir contre cette chose-là. Alors simplement, je dis à mes militants, et je m'adresse à tous les militants, sachez que vous avez le droit, en tant que simple citoyen, sans demander et sans avoir à justifier pourquoi, d'exiger où se trouvent les panneaux. En réalité, je vais dire une chose, il faut savoir que partout ailleurs en France, dans toutes les grandes villes, mais même à Tours, eh bien, tous les maires des grandes villes ne sont pas en conformité avec la loi sur ce qui concerne les panneaux d'affichage. Ils sont même très loin d'avoir le nombre réglementaire. Mais bon, on ne va pas en faire un plat. Ben, je vous remercie, Stanislas Bartowiak, et à une prochaine fois. Voilà, eh ben, j'espère bien aussi, et puis on va continuer. C'est bon.